Bonsoir, bonjour, bonsoir, bienvenue à Psychanalyse pour tous, un espace ouvert à tous, un espace ouvert à tous. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero ici à Madrid. Marie-Laure, Samy, Paola, bonsoir, bienvenue, Cécile, bonsoir, Nathalie. Donc bienvenue dans cet espace où nous sommes tous très contents de nous retrouver, effectivement. Et donc vous pouvez dès à présent, Céline bonsoir, et Lucie bonsoir, dès à présent partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Hélène, Mélianie, Saoud, Olivier et Rachid bonsoir, Aziz bonsoir, Sandra, donc nous commençons par Jean-Loup bonsoir, nous commençons par... ces salutations, Jacqueline, Michel, Stéphanie. Donc nous nous retrouvons une fois de plus, un mardi de plus à 21 h. Dikra, Khadija, Lila, donc bienvenue. Bonsoir, Martine, bonsoir. Et Laura, bonsoir. Antonio. Et Lies. Fatma, bonsoir. Louria, bonsoir. Salia, bonsoir. Donc, bienvenue à tous. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons traiter s'appelle, donc pour attirer votre attention, j'ai choisi ce sujet. Samia, Oxamia, Fatia, bonsoir. Nadia, bonsoir. J'ai choisi ce sujet et qui s'appelle les mécanismes de défense. Nidal, Jean-Philippe, Alima, bonsoir. Donc je vous rappelle que vous pouvez partager sur vos réseaux donc cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir profiter de cette vidéo qui nous enthousiasme tous. On va dire que quand on a quelque chose de bon, hein, il convient de le partager. Samia, bonsoir. Alima, bonsoir. Ça va bien, merci. Et vous? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes, Néléa, bonsoir, de défense. Alléluia, bonsoir. Lila, bonsoir. Donc, on pourrait déjà se poser cette question que j'ai déjà présentée, c'est-à-dire quand on parle de mécanisme de défense, on parle défense de quoi? Serge, de quoi se défend-on? Inès, bonsoir. Isa, bonsoir. De quoi allons-nous nous défendre? Pourquoi avons-nous besoin de mécanismes pour nous défendre? Carlos, bonsoir. Et lequel? Amine, bonsoir. Et de quoi nous nous défendons? Hein? Donc, la colombe, bonsoir. Polydore, bonsoir. Sandra, bonsoir. Donc, personne ne me répond. Je dis de quoi nous défendons-nous? Et Saoud, combien de mécanismes de défense il existe? Donc, Saoud veut comptabiliser. Comptabiliser, Apollinaire, bonsoir. Comptabiliser les mécanismes. Alors, je ne sais pas combien il existe de mécanismes de défense, mais ce n'est pas ça exactement qui va nous intéresser, parce qu'on va voir que Freud il ne s'est pas intéressé spécifiquement aux mécanismes de défense. Ce n'est pas quelque chose, c'est Anna Freud, après, qui a repris, qui a fait toute une liste de ce qu'elle a appelé les mécanismes de défense, mais Freud, il parle d'autre chose, de préserver, dit Nathalie. Donc, de préserver quoi? De se défendre, de se préserver. Du rejet, de la honte, de nos pulsions refoulées, dit Cécile, par exemple, de mécanismes de défense contre l'angoisse. Sylvie, bonsoir. Donc effectivement, on peut se poser la question de notre pulsionalité. Ça c'est joli, de notre pulsionalité. Donc ici, ce qu'on va voir, bien évidemment, comme nous sommes dans cet espace de psychanalyse, nous n'allons pas parler de comment je vais me défendre de la honte. Non, parce que la honte, c'est une manifestation qui apparaît dans la conscience. Donc ce n'est pas quelque chose qui appartient, la honte, par exemple, à l'appareil psychique. L'angoisse, si, mais la honte, pourquoi il ne s'y est pas intéressé? Il s'est intéressé au mécanisme, mais pas spécifiquement au mécanisme de défense. Mais on va voir, Céline, pourquoi. Claudette, bonsoir.
Donc, ne pas voir une certaine réalité. Donc ça, c'est les conséquences, non, de tellement utiliser de défense qu'on finit par ne plus voir la réalité. Myriam, bonsoir. Annick, bonsoir. Et donc, on va voir que comme nous sommes, donc je répète, dans cet espace de psychanalyse, ce qui va nous intéresser, c'est, comme toujours, notre appareil psychique. Alors, notre appareil psychique, c'est celui qui va produire des manifestations dans la conscience, telles que la honte, par exemple, ou telles que la peur, mais ça, ce sont des choses qui n'existent pas directement dans l'appareil psychique. Et donc, ce dont il va s'agir, c'est que ces mécanismes de la peur, de l'angoisse, du mépris ou d'une trahison d'une personne. Donc tout ça, c'est des manifestations de la conscience. Armand, bonsoir. Donc ce ne sont pas des manifestations qui appartiennent à l'appareil psychique. Et quand on parle de mécanismes de défense, on parle, bien évidemment, nous défendons de ce qui peut nous submerger. Submerger. Vous allez couler. Vous allez couler, submerger. Et vous allez, comment on dit, c'est pas étouffer, sinon que vous allez vous noyer. Voilà, c'est ça. Il y a les mécanismes de défense et les mécanismes de dégagement. Ah, bah ça, je ne les connais pas. Que se passe-t-il si on ne peut plus mettre en jeu les mécanismes de défense? Donc, alors on va voir ce que Freud va nous dire, hein, parce qu'on va voir, parce que de quoi se défend-on déjà? Parce qu'on va se défendre. On va voir qu'on va se défendre, l'appareil psychique va utiliser des mécanismes pour éviter certaines choses qui lui sont désagréables. Les conflits internes, les situations qui le débordent, on va dire, non? Comme disait Serge, de submerger, c'est-à-dire être débordé par une quantité d'énergie. Et on va voir que, c'est-à-dire permet d'abriter entre les trois instances psychiques. Défense contre l'effondrement. Ça, c'est quoi ça, Olivier? L'effondrement. Catharsis, bonsoir. Donc, on va voir que les mécanismes de défense représentent la défense du moi contre les pulsions instinctuelles. Donc là, on commence à rentrer dans l'appareil psychique. Mais on va voir qu'il ne s'agit pas de ça simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des affects avec lesquels nous n'avons pas une très bonne relation, nous avons l'augmentation, l'augmentation de la tension dans l'appareil produit des désagréments qui font que il va y avoir, on peut dire, ce mécanisme, le principe de plaisir. On pourra parler du principe de plaisir comme le premier mécanisme qui va entrer en jeu, Nathalie, bonsoir, Loris, bonsoir, qui va rentrer en jeu pour faire diminuer cette augmentation de tension et d'une certaine façon, donc arriver à un stade de plaisir, qui va faire diminuer la tension. Donc on va dire que ça va déjà être un mécanisme de défense. De défense de quoi? De l'augmentation de la tension. Non, par exemple, avec la faim. La faim peut produire dans l'appareil une augmentation de tension et qu'avec le manger, donc ça va faire diminuer la tension dans l'appareil psychique. Je donne l'exemple de la faim pour qu'on comprenne un petit peu ce que signifie cette tension. Mais après, il y a d'autres types de tensions, d'augmentation de tension qui peuvent surgir dans l'appareil et où il va y être nécessaire de mettre en marche ce mécanisme du principe de plaisir pour faire diminuer. Alors, quand on parle de mécanisme de défense, on pourrait donc se poser la question à savoir, d'un côté il y a la défense et de l'autre côté il y a le mécanisme. Alors, on peut déjà se poser, donc, comme je posais la question, de quoi se défend-on? De quoi nous allons nous défendre? Katia, bonsoir. De Sabine, bonsoir. Donc, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous angoisse. C'est des questions que je pose, je ne suis pas en train de répondre. Ou de quelque chose dont je ne veux rien savoir, ou de quelque chose que je ne veux pas vivre, par exemple. Mais comme je me défends de quelque chose qui est inconscient, en fait, le sujet, il ne sait pas de quoi il se défend. Et vous avez vu, non, vous ne pouvez pas répondre à la question de quoi je me défends. Florence, bonsoir. Donc, alors, on va dire par exemple où on peut se défendre, Sophia, bonsoir, dans la phobie. Dans la phobie, il y a un mécanisme de défense où on va avoir peur des araignées, par exemple, la crainte de l'effondrement. Je ne sais pas ce que c'est. Pardon Olivier, mais la crainte de l'effondrement. Plus c'est une crainte. Non, c'est pas. Donc, quel est le mécanisme de défense contre la crainte de l'effondrement?
Donc, euh, donc, on va dire qu'il va y avoir une manifestation, par exemple, d'angoisse quand le sujet doit faire face à quelque chose de nouveau. Hein. Alors, de quoi il ne veut rien savoir, le sujet? De quoi il ne veut rien savoir? De ses tendances. Donc, comme disait une information là, qui s'est passée, les mécanismes de défense sont des processus mentaux automatiques qui s'activent en dehors du contrôle de la volonté, dont l'action demeure inconsciente. Le sujet, exactement. D'accord? C'est-à-dire, euh, on va dire donc il s'agit de mécanismes inconscients dont nous n'avons pas conscience. Ce que nous allons voir, c'est les effets. Alors, on va commencer par cette idée principale que quand on parle de défense ou de mécanisme de défense, en fait, que tous les symptômes, toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales, sont le résultat, sont des mécanismes de défense. Sont des mécanismes de défense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est je me défends de quelque chose avec la maladie, avec le symptôme, je me défends de quelque chose. Hein? Morcellement. Alors, on va dire, Anne-Sophie, bonsoir. Donc, en psychanalyse, quand on parle de se défendre quelque chose, ben, on va toujours parler de se défendre de son propre désir. C'est-à-dire que le plus difficile pour le sujet, c'est d'accepter ses désirs. Les mécanismes de défense sont inconscients et involontaires. Exactement. Donc, c'est faire face à son propre désir. On avait déjà eu l'occasion de faire référence un petit peu à ça, c'est-à-dire que la difficulté, Christian, bonsoir, avec Simona, bonsoir, notre désir, c'est-à-dire que la particularité, on va dire, de notre désir, c'est qu'il correspond à des désirs des êtres humains. Les êtres humains, ils ont, bien sûr que la psychose et la névrose sont les résultats de mécanismes qui se défendent de quelque chose. Se défendre avec, pas face à la maladie. La maladie, c'est un instrument que nous allons utiliser pour nous défendre de quelque chose. Vous vous rendez compte, c'est la maladie en elle-même. Donc, penser que le sujet se défend de son propre désir, c'est une phrase théorique, dans le sens où on ne sait pas de quel désir on parle, parce qu'il ne s'agit pas du désir que nous pouvons identifier la scène bonsoir dans notre vie quotidienne, sinon que c'est une phrase théorique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas en correspondance avec notre réalité matérielle. C'est-à-dire que dans l'inconscience, on peut mettre des noms à nos désirs, mais dans l'inconscient, non. Dans l'inconscient, on ne sait pas. Le désir, dans tous les cas, on va dire que c'est le moteur, c'est celui qui nous fait fonctionner. Le désir, c'est le mouvement pulsionnel. Le désir, c'est ce qui est propre à l'être humain. Donc, et quand on parle de mécanisme, on fait référence bien évidemment à des mécanismes psychiques, c'est-à-dire des mécanismes, donc comme vous partagez aussi d'idées, qui fonctionnent en nous sans que nous n'en sachions rien, absolument rien. Hein. Donc, et le plus important, on va voir, donc on a déjà parlé du principe de plaisir comme possible mécanisme de défense, mais on va voir qu'il y a un autre mécanisme, et c'est celui-là qui est un des plus importants, puisque c'est celui qui va construire, on va dire, qui va étoile, bonsoir, c'est vaste le désir, exactement. C'est pas qu'il est vaste, sinon qu'il est Fiona, bonsoir, c'est qu'il n'a pas d'objet précis. Donc c'est le désir, le désir en fait c'est désirer. Existe-t-il des grandes catégories de désirs? Les pulsions sont-elles des désirs inconscients? Oui, bien sûr qu'il existe des catégories de désirs, très bien. Alors, le psychanalyste peut-il savoir quel est le désir d'un sujet? Disons qu'il va y avoir, on peut avoir il n'y a pas d'objet spécifique, sinon que nous avons des difficultés, les êtres humains, nous avons des difficultés à accepter nos désirs sexuels et à accepter nos désirs hostiles. Et nous avons deux genres de désirs que nous acceptons avec difficulté, de façon inconsciente. C'est-à-dire, de façon inconsciente, il y a un mécanisme. Donc il y a ce mécanisme de la répression qui va se mettre en marche pour éviter qu'il y ait dans la conscience des manifestations d'un désir sexuel que le sujet ne tolère pas avoir.
Et cette répression, dans tous les cas, comment naissent les désirs chez l'être humain? Christian, ça c'est une question, hein, ça commence avec la première expérience de plaisir. Ce qu'on va voir, c'est que, donc, donc je disais que ces mécanismes fonctionnent sans que nous n'en sachions rien. Bien, d'accord, nous sommes d'accord. Nous ne savons rien de ces désirs. Donc on parlait de la répression. On parlait de la répression comme mécanisme, c'est-à-dire face à certains désirs sexuels ou face à certains désirs hostiles, le sujet va réprimer. Et ce qu'on va voir, donc il va y avoir ce mécanisme de répression, donc on va l'appeler, ou on peut l'appeler de défense, dans le sens où il va cacher au sujet son véritable désir. C'est-à-dire qu'il a des désirs sexuels ou des désirs hostiles dont il ne veut rien savoir et donc il va réprimer. Et ce qu'il va tout de suite nous dire, dès qu'il va nous parler des mécanismes, et encore ça c'est très important, le désir hostile, le désir hostile, c'est le désir d'éliminer quelqu'un, le désir de se fâcher devant quelqu'un, d'être agressif, de pouvoir gueuler un bon coup, et qu'il y a certaines personnes qui ne se permettent pas. Il y en a d'autres que si, mais il y en a d'autres que non. Donc nous avons des désirs que nous avons des difficultés à accepter. Et donc, face à cette situation, donc nous allons réprimer. Et ce que Freud va nous dire, par exemple, dans le mécanisme de répression, le mécanisme de répression participe toujours à l'appareil. C'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme où on va dire, tiens, celui-là, il fabrique des symptômes, donc on va l'éliminer. Non. Et ce que Freud va nous dire, c'est que ce sont les mêmes mécanismes qui participent à la production d'un symptôme que pour produire, on va dire, une personne qui travaille. On va utiliser les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais mécanisme ou de mécanisme de défense et de mécanisme de joie. C'est donc que ce sont les mêmes mécanismes. Donc les mécanismes de défense, ça va protéger, mais ce n'est pas des mécanismes de défense, ce sont des mécanismes. C'est pour ça, parce que c'est le même mécanisme que je vais utiliser pour fabriquer un rêve que pour fabriquer un symptôme, c'est-à-dire un symptôme dans ma vie quotidienne qui va être une satisfaction substitutive de ce désir. Et c'est les mêmes mécanismes que je vais utiliser pour fabriquer mon rêve. Alors par exemple, il y a un mécanisme qui sont des mécanismes de l'inconscient, donc qui ne sont pas spécialement des mécanismes de défense, sinon que c'est des mécanismes de l'appareil qui parlent des mécanismes de l'inconscient qui sont la condensation et le déplacement. Le déplacement de l'énergie sur une représentation ou une autre, et cette situation, par exemple, vous l'avez vu déjà dans vos rêves, où vous avez, dans les rêves, Freud il nous le montre, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir rêvé beaucoup, 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 et en fait, le matin, on se réveille et on a juste une petite histoire à raconter. On dit comment c'est possible si j'ai l'impression que j'ai passé ma nuit à rêver et qu'à la fin, non, le manifeste et le latent. D'accord? Exactement. Donc il y a dans la manifestation, on peut voir, et entre le manifestation et le latent, il y a un processus de transformation. Mais Freud il va dire que entre l'inconscient et la conscience, parce que le manifeste et le latent, le manifeste c'est la conscience et le latent c'est le préconscient, donc il dit, et en fait il y a une plus grande transformation entre l'inconscient et le préconscient et la conscience. Donc, et les processus, les mécanismes inconscients qui vont s'utiliser pour que la conscience ne se rende compte de rien, c'est la condensation et le déplacement, comme deux mécanismes importants. Donc, vous voyez ça, et on ne va pas les appeler spécialement des mécanismes de défense. Pourquoi? Parce que c'est des mécanismes qui appartiennent à l'appareil. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qui fonctionnent tout le temps. Alors, qui me défendent parce qu'il y a des choses que je ne peux pas savoir de moi-même? Ben oui, mais c'est comme ça est fondé mon appareil psychique est fondé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il est fondé pour
éviter que les contenus de l'inconscient passent à la conscience. Donc obligatoirement, il y a des mécanismes qui vont travailler pour que le résultat qui apparaisse dans la conscience, alors là vous écrivez trop, ça dit un mécanisme de défense est un processus de défense élaboré par le moi sous la pression du surmoi de la réalité extérieure. Donc, permettait de lutter contre l'angoisse. Donc, on va voir que, moi ce que je suis en train de dire, Samia, c'est que ces mécanismes sont pas exactement des mécanismes de défense, ou pas exclusivement des mécanismes de défense. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que le même mécanisme que je peux utiliser pour me défendre de quelque chose, non, qui se manifeste dans mon appareil psychique, je peux aussi l'utiliser pour fabriquer un rêve, pour fabriquer une œuvre d'art. Pour fabriquer une œuvre d'art. Condensation, c'est donc cet effet de ce rêve très court, et déplacement, c'est le manifeste qui, en fait, cache le latent, si j'ai bien compris. Non, le déplacement, c'est celui qui va permettre qu'il y ait, que l'énergie qui vient de l'inconscient se déplace pour se coller, on va dire, s'unir à une représentation que la conscience va pouvoir tolérer. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vient de l'inconscient, dans tous les cas. C'est pour ça que le latent et le manifeste, ce sont deux manifestations dont le sujet peut connaître. Ce sont deux manifestations qui n'ont rien à voir, qui sont le résultat déjà de travail inconscient, qui sont déjà passés par des mécanismes de transformation. Donc ça, ce sont des mécanismes psychiques qui travaillent. Alors, comme je vous dis, on peut les appeler de défense, si vous voulez, mais ce n'est pas exactement de défense. Sinon, et la sublimation est un mécanisme de déplacement. Oui, tous les mécanismes sont des mécanismes de déplacement. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, ils déplacent toujours. Hein. Un exemple de déplacement. Par exemple, on va dire il y a un exemple d'ailleurs que je viens de lire dans un cas de Lacan. Lacan, il présente une jeune femme qui a des problèmes pour se déplacer, pour s'appuyer sur ses jambes. Et en fait, il va montrer comment, en fait, l'énergie qui a provoqué ce symptôme vient du fait, il va lui interpréter, il va lui dire, vous avez peut-être eu des difficultés à vous appuyer sur votre père. Et donc, à partir de là, le symptôme va disparaître. Donc les mécanismes de défense, donc on peut en faire quelque chose. Exactement, c'est les mêmes mécanismes. Et donc on voit que l'énergie qui avait été utilisée pour la fabrication de cette impossibilité à bouger, une fois qu'il a été interprété, le symptôme n'était plus nécessaire. Donc l'énergie était libérée. Bon, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple parce qu'on ne voit pas clairement d'où vient ce déplacement. Mécanisme, cette énergie qui sert. Le cas des traumatismes, ces mécanismes sont spécifiques. Par exemple, le clivage fonctionnel. Donc on va voir que quand on parle, alors je vais rechercher un autre exemple pour montrer l'idée de déplacement. Alors par exemple, on peut le voir beaucoup dans les rêves, et le déplacement, quand on va déplacer sur une autre personne. La personne, la représentation qui a été réprimée, c'était une personne. Et en fait, l'énergie s'est déplacée sur une autre personne et c'est cette autre personne qui apparaît dans le rêve. Simplement. D'accord? C'est-à-dire que cette personne qui a été réprimée, comme elle a été réprimée, non, je ne peux rien. Le psy-hans, déplacement sur les chevaux. Exactement, merci. D'accord. Non? Donc, effectivement. Donc là, c'est un déplacement clair. Par exemple, dans les phobies. Donc on va voir que le mécanisme de la phobie, c'est un mécanisme de déplacement. C'est un mécanisme de déplacement dans le sens, est une forme de déplacement. C'est pas une forme de déplacement, c'est un transfert, c'est un déplacement. Non, le transfert, c'est un déplacement. Mais
particulier. C'est vrai que c'est un déplacement particulier, spécifique à la situation, on va dire spécifique à la situation analytique. Donc l'analyse permet de transformer l'utilisation du énergie psychique. Exactement. Exactement. Et de transformer l'utilisation d'une énergie, de libérer cette énergie, parce que vous avez toute une quantité d'énergie qui est réprimée, et grâce à l'analyse qui va pouvoir se libérer, que vous allez pouvoir utiliser pour autre chose. Non? Donc on va voir par exemple dans la phobie en fait, elle est fabriquée, alors attendez, elle est fabriquée et en fait elle est fabriquée dans le sens où cet objet intérieur, parce qu'en fait c'est un danger intérieur de l'appareil, et le sujet, ce qu'il va faire pour pouvoir se protéger et éviter la peur, c'est qu'il va le transposer, hein, et le déplacer à l'extérieur, sous la forme d'une autre chose. Donc là, ils font référence au petit Hans avec les chevaux, hein, mais toutes les phobies en fait. Toutes les phobies viennent d'une peur pulsionnelle qui s'est déplacée dans une peur de l'extérieur, la peur des araignées, la peur des trous noirs, la peur des avions, je veux dire, toutes les peurs vont faire partie donc de ce mécanisme, vont utiliser ce mécanisme de déplacement. C'est-à-dire, on reste coincé, l'énergie, elle reste coincée dans la répression. En fait, elle reste coincée dans la répression, elle n'est pas libérée, ou elle va être utilisée pour fabriquer un symptôme. C'est-à-dire qu'à partir de là, dans la phobie, le moi, en fait, il se conduit comme si la menace venait de l'extérieur, alors que la menace dans la phobie vient de l'intérieur. Et ça, c'est aussi donc un autre processus qu'on avait vu la fois dernière quand on va parler du mécanisme de projection. Donc le mécanisme de projection, c'est aussi un mécanisme que le sujet va utiliser quand il ne veut pas reconnaître certaines choses de lui-même. Donc il va dire, mais non, moi je pense pas ça, c'est lui qui pense ça. C'est lui qui pense que les femmes sont comme ça. Moi, j'ai de très bonnes idées sur les femmes, je ne suis pas comme ça. C'est lui qui est machiste, moi non. Donc on va projeter sur l'autre des idées alors que ce sont nos propres idées. Mais nos propres idées que nous ne sommes pas capables d'assumer, on va dire, d'assumer nos propres idées. Et ensuite, puisqu'on parlait de cette liste de mécanismes, en fait, qui ne sont pas des mécanismes qui sont, par exemple, la fois dernière, on faisait référence à la négation. La négation, c'est un mécanisme, et c'est un mécanisme qui est à la portée de tout le monde, c'est un mécanisme qu'on utilise tous les jours, en analyse et pas en analyse, et qu'on utilise ce mécanisme de la même façon pour se défendre de certaines de nos idées. Ensuite, il y a le mécanisme de régression. Et le mécanisme de régression, ce n'est pas que je reviens en enfance. Freud nous a déjà dit que la régression, c'est quelque chose aussi que nous utilisons tous les jours. Par exemple, quand je pense, si j'arrête de parler, que je pense, que j'arrête en fait, de fabriquer quelque chose à l'extérieur, ben, j'ai obligatoirement un processus de régression qui se met en marche. Hein, c'est-à-dire, c'est toujours... ce n'est pas quelque chose de pathologique, la régression. D'ailleurs, penser, c'est un mécanisme de régression. Se rappeler de ce qui s'est passé hier, c'est le mécanisme de régression. Ce n'est pas quelque chose de pathologique. C'est un mécanisme qui est à notre disposition dans l'appareil psychique et qui est très souvent très utile. Après, il y a un autre mécanisme, par exemple, où on va parler des fantasmes. Alors, les fantasmes, c'est quand justement, au lieu de parler, au lieu de passer à l'acte, on va dire, on imagine. Et on se fait notre propre film dans la tête, on va dire. Donc il y a les fantasmes qui sont conscients, donc le sujet s'en rend compte, le sujet peut en parler, et après il y a les fantasmes qui sont inconscients. C'est-à-dire que là, il faut parler d'une autre manière pour pouvoir les connaître. Mais ce ne sont pas non plus des mécanismes, on va dire, ce ne sont pas non plus des mécanismes pathologiques. Alors, ce sont des mécanismes de défense dans le sens où il y a des choses que j'ai des difficultés à vivre, donc je préfère les rêver. Comme ça, je ne me mets pas en marche tout ce que signifie intervenir dans la réalité pour obtenir ce que je veux, non? Et je l'imagine, c'est plus facile. Donc,
On dit que, comme Freud nous l'a dit, tous les symptômes physiques, tous les symptômes mentaux sont des mécanismes de défense. Ça, c'est la défense. La maladie, c'est une défense. Hein? Ensuite, il y a le mécanisme de la dissociation, hein, où je vais séparer une chose d'une autre. La répression, donc on a vu, c'est-à-dire je vais réprimer des éléments. Ce sont des mécanismes qui sont inconscients. La sublimation, c'est aussi un mécanisme qui va être à la disposition des sujets et qui va permettre justement le déplacement de cette énergie pour fabriquer quelque chose. Un autre mécanisme, c'est l'identification, un mécanisme qui est nécessaire pour grandir, mais qu'on peut aussi utiliser un petit peu contre nous-mêmes, des mécanismes qui aident dans la construction du sujet. Et en fait, c'est les mêmes, Iman. C'est-à-dire que ce sont les mêmes mécanismes que je peux utiliser pour grandir, pour me développer, pour travailler, pour multiplier mes relations sociales, ou ce sont des mécanismes que le déni, c'est la forclusion. La forclusion, c'est un mécanisme. Non, le déni, ce n'est pas un mécanisme. Non, ça c'est quelque chose de la conscience. Non, c'est-à-dire je veux rien savoir de ça, mais c'est plus parce que je veux rien savoir de ça, c'est plus de l'ordre de la répression. Donc, et la forclusion, c'est un autre mécanisme. Mais vous voyez, c'est un mécanisme aussi, la forclusion, donc qui peut provoquer une psychose, mais en même temps, la forclusion, c'est un mécanisme qu'on utilise tous les jours pour pouvoir travailler. Parce que si je n'oublie pas toute ma vie personnelle, ben, je ne peux pas aller travailler. J'ai toute ma vie personnelle, non. Mécanisme de défense en cas de maladie chronique. Non, la défense, c'est la maladie, Marie. C'est pas les mécanismes. Non, après, ça dépend de chaque maladie. Chaque maladie va utiliser des mécanismes particuliers. Il y a de nombreux mécanismes qui vont participer à la production de cette maladie. On va dire, donc la projection, c'est un autre mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mécanismes dans l'appareil qui participent au fonctionnement de l'appareil. On va dire, par exemple, il y a l'introjection. Donc l'introjection, c'est l'identification. C'est l'identification. Et ensuite, on va avoir... on va regarder, par exemple, j'aimerais bien vous montrer, donc où on va voir que Freud insiste sur le fait que les mécanismes psychiques sont les mêmes pour les personnes saines que pour les malades. Ce sont les mêmes mécanismes qui vont être utilisés. On va voir que la seule différence, c'est une question de quantité d'énergie. C'est-à-dire que si toute mon énergie elle est occupée à réprimer tout le temps, bah, obligatoirement je vais produire beaucoup de symptômes. Mais si mon énergie est diversifiée et qu'elle a la possibilité d'utiliser ces nombreux mécanismes, on va dire, voilà, j'ai une énergie un petit peu libérée qui a la possibilité d'utiliser de nombreux mécanismes. Mais si la défense est la maladie, pour autant, on ne peut y échapper à ces mécanismes. Ils sont problématiques. Non, c'est l'utilisation qu'on fait de ces mécanismes. D'accord? C'est-à-dire la quantité d'énergie que je vais mettre dans les mécanismes. Non? Ça devient pathologique quand il y a une augmentation. Quand tout mon mécanisme, c'est la forclusion, bah alors bien sûr, non. Les hallucinations sont des symptômes, mais en même temps, une défense. Voilà, c'est ça. L'hallucination, c'est... Mais ça dépend aussi, parce que qui n'a pas d'hallucination? Non? Ah, j'ai cru voir quelqu'un. Ça veut dire que nous avons aussi tous des hallucinations qui font partie aussi de cette possibilité de notre appareil psychique sans que ce soit quelque chose de pathologique. Ah, hier, j'ai cru te voir dans la rue. Oui, c'est une hallucination. J'ai cru qu'on m'appelait. Mais non, il n'y a personne qui m'a appelé. D'accord? Donc vous voyez que tout est question de quantité. Par contre, quand je suis envahi par des voix, alors là c'est autre chose. Quand je suis envahi par des visions, ça c'est autre chose. Donc il s'agit toujours d'une question de quantité. Et une chose, Séverine, bonsoir, maladie somatique ou psychique? Oui, les deux. Hein, les deux, on va dire que ce sont des mécanismes, que la maladie c'est un mécanisme de défense. Et on va voir donc de pouvoir penser
que ce sont les mêmes mécanismes psychiques qui sont utilisés pour produire une personne saine que pour produire une personne malade, et que il ne s'agit que d'une question de quantité, pas de qualité, de quantité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser au drame que j'ai vécu ou à ce que j'ai vécu, sinon il s'agit de voir comment est organisée mon énergie psychique. Alors, pensez, Nadia, bonsoir, pensez que les symptômes et la maladie ont un sens. Parce que le plus important, c'est ça. C'est que je vais produire une maladie qui a un sens. Tout comme mes rêves ont un sens, les symptômes ont un sens. Et non seulement ils ont un sens, sinon qu'ils sont le résultat d'un travail inconscient, d'un travail psychique. Alors, la personne qui évite quoi, Hélène? Bon, mais ça, c'est autre chose. Ce sont des situations de la vie quotidienne, non? Ici, nous parlons de la situation des énergies psychiques. Pardon, Pélan. Quantité de quoi? D'énergie psychique. Quantité d'énergie psychique. Exactement. Sonia, bonsoir. Ces hallucinations sont-elles la source de crises d'angoisse? Non, pas obligatoirement. La communication, non? Dans chaque cas, nous allons devoir écouter le patient, écouter pour voir comment il pense, comment il parle, pour pouvoir après voir de quoi il s'agit, Alors, je disais que penser les symptômes et que la maladie ont un sens, quelle différence faites-vous entre une énergie bridée et une énergie libre? Il y aurait place à démentionner dans le contexte de ces mécanismes de défense. Donc effectivement, l'énergie libre, elle va vouloir s'exprimer, donc elle va s'associer à quelque chose pour pouvoir s'exprimer. Et cette énergie libre, c'est celle qui fait augmenter la tension dans l'appareil. Donc il y a besoin d'une représentation pour pouvoir s'exprimer dans la conscience. Et elle va se coller, elle va s'unir à une représentation qui va être au passage sur la route, on va dire, ou qui va avoir un lien significatif ou signifiant avec la représentation de base. D'où vient l'attaque de panique? Alors Sylvain, ça dépend parce que qu'est-ce que ça veut dire panique? Non? Dans le sens où chaque personne va utiliser le mot pour quelque chose de particulier. Nos mécanismes de défense sont-ils toujours en lien avec notre environnement premier et pacte de négatif? Non, nos mécanismes sont en relation avec notre appareil psychique. Donc, je répète, les mécanismes psychiques sont les mêmes, sont utilisés pour les personnes saines que pour les personnes malades. Que la maladie, c'est le résultat, ça a un sens, que les symptômes ont un sens et qu'ils sont surtout, c'est important qu'ils aient, quels sont les mécanismes psychiques qui sont mis en place dans le cadre d'un trauma. Non, il n'y a pas de mécanismes psychiques qui sont mis en place. C'est une augmentation, un trauma, c'est une augmentation d'énergie, un excès d'énergie dans l'appareil. Quel est le résultat d'une grande quantité d'énergie psychique qui se libère lors d'un suivi psychanalytique? Il faut essayer. Bonsoir Sonia. Donc, et d'être capable de penser, c'est-à-dire que la production d'un rêve, que la production d'une œuvre d'art, que la production d'un poème, que la réalisation d'un travail, que la production d'un symptôme, que la production d'une maladie est le résultat d'un travail psychique. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a eu un travail psychique qui s'était réalisé pour fabriquer ça. Alors, ce qui va être ici très intéressant, c'est de voir que savoir ça, connaître et comprendre le fonctionnement des maladies nerveuses dans ce sens-là, non, c'est-à-dire c'est ce que propose la psychanalyse, puisque la psychanalyse elle a la possibilité d'expliquer, on va dire, le fonctionnement, le travail qui a été réalisé et le sens du symptôme et de la maladie, non, et donc va donner un grand pouvoir thérapeutique. C'est-à-dire qu'il va y avoir la possibilité, quand on pense les symptômes, la maladie de cette façon-là, ça donne un grand pouvoir thérapeutique à la psychanalyse. Et on peut même penser que ce qui va permettre la guérison, c'est la conception que nous avons du sujet psychique.
C'est-à-dire que pouvoir penser le sujet psychique de cette façon-là, c'est celui qui va permettre la guérison. Simplement de penser que tout est le résultat du travail psychique. Exactement, Salma. C'est-à-dire penser que tout est le résultat du travail psychique va permettre, va donner la possibilité au patient d'éliminer les symptômes. Si la parole ne le permet pas, y a-t-il un risque de décompensation? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous appelez décompensation? Donc vous dites, si le patient ne parle pas, ben, il faut qu'il continue, il faut insister. Il ne parle pas aujourd'hui, mais peut-être qu'il parlera demain. Bon, dans ce sens-là. Et est-ce que l'attaque de panique est-elle un dérèglement? Mais l'attaque de panique, c'est comme une grande angoisse, non? On peut imaginer que c'est une angoisse particulière. C'est avoir une angoisse particulière. Et l'angoisse, non, c'est une manifestation. Donc on va dire que c'est une manifestation. Ça veut dire que c'est une manifestation de désir que le sujet ne tolère pas. Et donc comme il ne tolère pas ses désirs, il y a manifestation. Mais il faut voir, Sylvain, dans tous les cas, il faut voir un petit peu de quelle panique il s'agit, quelles sont les manifestations de cette panique, parce que j'ai une attaque de panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si le patient ne précise pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on va dire exemple, Sonia. Alors, vous voyez, Sonia, c'est un exemple. D'accord? Nous sommes tous dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, nous sommes tous des exemples. Donc on va voir, c'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes qui sont mis en marche, parce que vous vous rappelez que, il y a une autre chose, on va regarder qui est intéressant quand on va lire sur la normalité. Sur la normalité. Donc on va lire... alors attendez, c'était où ça? Le patient ne peut pas travailler sur son psychisme, il faut l'aide d'un psychanalyste, c'est pour ça, oui. Alors, le dynamisme intrapsychique est corrélé avec le comportement. Mais le comportement, c'est quoi? Donc, on va lire. Donc, dans tous les cas, donc on disait qu'un symptôme, c'est quelque part un dérèglement de l'état psychique. Non, l'angoisse, c'est quelque chose, c'est un élément qui est constitutif de l'appareil. C'est-à-dire, face à chaque nouveauté, le sujet peut sentir une angoisse. Que face à certaines situations, le sujet va sentir une angoisse. C'est constitutif, ça fait partie du fonctionnement normal de l'appareil. Ce n'est pas un problème où, tiens, j'ai un truc qui fonctionne mal. C'est-à-dire que, par exemple, tous les artistes, ou la majorité des artistes, ils sont angoissés, ils ont ce qu'on appelle le trac avant de monter sur scène. Donc, face à la nouveauté, avant l'action, il peut y avoir une manifestation d'angoisse. C'est-à-dire que c'est normal de ressentir de l'angoisse. Après, si cette angoisse, elle s'éternise et que le sujet ne peut plus vivre parce qu'il est pris, submergé, comme disait Serge, par l'angoisse, alors là, non, bien sûr, évidemment, ça ne va plus. Est-ce que les mécanismes de défense sont nécessaires? Bon, pour l'être, n'y a-t-il pas un mauvais côté pour les mécanismes de défense? Trop d'émotions refoulées ou par cause de l'angoisse? Alors, donc effectivement, ce n'est pas des émotions refoulées, non, c'est des désirs qui sont refoulés, des affects. Alors, donc je ne sais plus, Salma, donc c'est une répression, je ne sais plus. Décompensation, par exemple, l'alcool pour l'artiste. Alors ça, c'est la décompensation que vous appelez, non? L'addiction. On va voir, justement, il y a une chose aussi qu'on va dire de l'addiction, c'est-à-dire que nous sommes tous addictifs, non? Que ce n'est pas simplement les artistes. Donc, et c'est un mécanisme complexe qui peut utiliser, on va dire, n'importe quoi, non? C'est-à-dire n'importe quoi. On peut utiliser n'importe quelle substance, non? Pour devenir addictif. Et on va même voir que quand on parle d'addiction, on va dire que la plus grande, la normalité ou la normalité est énergie horizontale, pathologie en vie. Donc on va dire que l'addiction, la plus grande addiction dont nous souffrons, nous les êtres humains,
c'est que nous sommes addictifs aux gens, aux personnes. Nous avons une addiction aux personnes. Et quand ce ne sont pas des personnes à l'extérieur, physiques, etc., c'est-à-dire que ce sont des personnes fantasmées. C'est-à-dire nous sommes toujours entourés de personnes et que l'addiction la plus grande de l'univers, c'est l'addiction aux gens. Bon, et pour terminer, j'aimerais bien aussi faire passer cette idée, c'est-à-dire que la psychanalyse découvre que les mécanismes qui interviennent dans la production de symptômes sont les mêmes mécanismes qui interviennent dans la vie psychique normale. D'accord ? Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce n'est pas que chez le névrosé, son appareil psychique est différent chez une personne saine. L'appareil psychique est exactement le même, son appareil psychique est le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours un conscient, un inconscient, un surmoi, un ça, un moi, des processus inconscients, des processus conscients, la répression, la négation et tous les autres mécanismes. Le même que l'appareil normal. C'est-à-dire que l'appareil normal est l'appareil, on va dire, qui produit addiction aux personnes. Oui, mais les personnalités solitaires ont des personnes dans la tête. Il faudrait des podcasts Clémence. Ben, allez-y, Louise, allez-y. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, le plus important ici, c'est que quand on parle de défense, le sujet, il se défend de ses propres désirs. Et quand on parle des mécanismes, on va voir que les mécanismes sont les mêmes pour tous, pour un appareil qui va produire une maladie que pour un appareil qui va produire une œuvre d'art. D'accord ? Donc il n'y a pas de structure névrotique. Justement, ça n'existe pas de structure névrotique. On va parler effectivement de la structure hystérique, mais en fait la structure hystérique, elle utilise les mêmes mécanismes. C'est le phénomène hystérique qui va faire la différence. D'accord ? C'est-à-dire c'est le phénomène qui va être fabriqué, c'est la maladie qu'il va produire. D'accord ? Je ne sais pas, Nathalie. Et donc, un névrosé est-il sain ? Ben non, c'est un névrosé. Il n'est pas sain, non ? Mais on va dire dans le sens où, on va voir de toute façon, quand il y a des idées qui s'imposent à soi, quand on ne peut pas vivre les choses qu'on aimerait vivre, où on se rend compte que dans la réalité, nous n'avons pas la capacité de produire, non ? Qu'on choisit autre chose, on va dire. Pourquoi je choisis quelque chose qui me fait mal ou quelque chose qui ne me convient pas ? Non ? Par exemple, on va dire de quoi je me défends, parce qu'on va dire ça c'est aussi un mécanisme de défense. Donc de quoi je me défends ? Je me défends de mon. Et alors je voulais lire une autre partie. Alors attendez, je vais regarder. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui parlent ou qui travaillent avec l'idée qu'il y a des mécanismes névrosés de défense qui viennent du moi. C'est-à-dire comme s'il y avait un mécanisme spécifique de la névrose. Et en fait, on va voir que Freud, justement, dès 1893, il va publier un texte qui s'appelle « Études sur l'hystérie » et où il va nous parler de mécanismes psychiques des phénomènes hystériques. Mécanique psychique des phénomènes hystériques. C'est-à-dire que les mécanismes, dans tous les cas, sont des mécanismes psychiques et ce sont les phénomènes qui apparaissent comme hystérie, psychotique, névrose obsessionnelle. Donc ce sont les phénomènes qui apparaissent, d'accord ? C'est-à-dire que pour Freud, il n'y a pas de mécanisme de défense, sinon que c'est la maladie en elle-même qui est la défense. D'accord ? C'est-à-dire qu'on produit des maladies pour se défendre. Pour se défendre de quoi ? De son propre désir. Voilà pour ce soir, où j'ai réussi à résumer un petit peu ce que Freud présente
donc sur les mécanismes de défense. Et les phénomènes sont en lien avec les pulsions. Oui, Marie. Et les phénomènes sont en lien avec les pulsions parce que la pulsion va participer à tout ce qui se passe, en fait. La pulsion va participer à tout ce qui se passe. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Donc, merci de m'avoir accompagné, Stéphanie. Merci à vous de m'avoir accompagné un mardi de plus. Rappelez-vous que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que vous pouvez aimer la page pour que nous soyons plus nombreux. Bonne soirée à vous, Marie-Thérèse. Pour que nous soyons plus nombreux. Et vous savez aussi que je suis à votre disposition pour, si vous voulez commencer votre analyse. Iman, Dikra, bonsoir. Nelly. Ah, et une autre chose très importante, dimanche, nous commençons un nouveau cours où nous allons nous introduire dans cet appareil psychique avec la présence de ce moi, de ce ça et de ce surmoi, qui est un élément donc absolument régulateur d'un grand nombre de mécanismes. Olivier, Christian, Néléa et Sonia, merci à vous. Fiona, au revoir. Jean-Loup, merci, bonne soirée à vous. Anne-Sophie, bonsoir. Séverine, merci à vous. Marie, bonne soirée. Rose, merci à vous. Nadine, bonne soirée. Claudette, bonne fin de soirée. Alizar, merci. Nathalie, très intéressant, eh ben oui. Estelle, c'est toujours très intéressant la psychanalyse. Nadia, merci à vous. Paranoïa. Ben, le code sur la paranoïa, Fiona, oui, ben, on va faire d'abord l'appareil, non? Isabelle, bonne soirée. Hélène, bonne semaine. Céline, bonne continuation. Michel, Karim et Catharsis. Pascal, merci à vous et on continue donc la semaine prochaine, mardi 21h, psychanalyse pour tous. Allez, à bientôt, bonne semaine, au revoir.